Je suis Laure Bonatti et je suis Mathilde Guillon et nous sommes toutes les deux vétérinaires, consultantes en médecine du comportement. Bienvenue dans Vétologie, le premier podcast francophone consacré à l'éthologie vétérinaire. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu compliqué avec plein de notions d'éthologie fondamentale comme on les aime. On va essayer de vous le rendre digeste, mais accrochez-vous quand même un peu. On voulait vous parler de la théorie des apprentissages. Ce sont des notions intéressantes et importantes qui permettent de comprendre comment un animal apprend. Ce qu'il faut savoir avant toute chose, c'est qu'un animal apprend tout le temps. Donc pas seulement quand on a décidé d'être en session d'entraînement ou quand on aimerait qu'il apprenne. Donc c'est à nous de maîtriser l'environnement et nous-mêmes d'ailleurs, de manière à ce que l'animal apprenne ce qui nous arrange. Les apprentissages se divisent en deux grandes catégories. Les apprentissages associatifs d'une part et les apprentissages non associatifs d'autre part. Dans un cas, l'animal va associer deux événements entre eux et dans l'autre cas, un seul événement suffit à apprendre à l'animal. On va commencer par ce second cas, les apprentissages non associatifs. En gros, il y a deux possibilités. La première, c'est l'habituation. C'est le fait d'être exposé à un stimulus d'intensité suffisamment faible pour que ce stimulus génère de moins en moins de réponses. Un bon exemple de ça, c'est le pigeon. Dans les grandes villes, les pigeons se laissent approcher de très près par les humains. Il y a des humains partout et tout le temps autour d'eux. La plupart du temps, ils n'interagissent pas avec les pigeons, ni en bien ni en mal. Donc le pigeon s'habitue à la présence des humains et les tolère très près. A l'inverse, un pigeon à la campagne, il va être beaucoup moins tolérant à la proximité des humains parce qu'il n'en a pas l'habitude. Mais si un jour un humain fait très très peur ou très très mal à un jeune pigeon encore peu habitué à la présence des humains, alors il est possible que ce pigeon se sensibilise. La sensibilisation, c'est le deuxième type d'apprentissage non associatif. C'est le fait d'augmenter sa réponse à un stimulus. La sensibilisation est à l'origine des réponses de fuite. Chez le cheval, elle est très importante parce qu'elle est très durable. Un cheval qui aura été sensibilisé à un stimulus d'apparence inoffensive va chercher à le fuir pendant très longtemps. Donc ça, ce sont des apprentissages liés à un seul événement. Mais on vous a parlé à plusieurs reprises des apprentissages associatifs. Ce sont les apprentissages qui lient donc deux événements. On parlera de conditionnement. Et là encore, on les divise en deux catégories. On distingue le conditionnement non opérant du conditionnement opérant. On connaît assez bien le nom du chercheur qui a mis le conditionnement non opérant en évidence. Il s'appelle Pavlov. Pavlov, il menait des expériences sur des chiens dans un laboratoire et il a remarqué que lorsque les chiens entendaient un son de cloche qui précédait systématiquement l'arrivée de la nourriture, ils se mettaient à saliver. Ils étaient conditionnés, ils avaient fait le lien entre le son et l'arrivée de la nourriture. Globalement, le conditionnement dit pavlovien consiste à associer un stimulus qui ne veut rien dire pour l'animal à un stimulus qui a un sens et déclenche une réponse automatique. Si on associe le même son de cloche à l'arrivée d'une décharge électrique, entendre ce son va au contraire faire fuir les animaux. L'idée, c'est qu'on n'a rien appris à l'animal, il a appris tout seul par association entre deux phénomènes. Allez, on complexifie encore un peu les choses. Le dernier, c'est celui qu'on essaie d'utiliser en éducation, c'est le conditionnement opérant ou skinnerien du nom de Skinner, le chercheur qui a mis un nom sur ce phénomène. Cette fois, on essaie d'augmenter ou de diminuer volontairement la probabilité d'apparition d'un comportement. On en a déjà un peu parlé dans différents épisodes. Augmenter la probabilité d'un comportement, c'est le renforcer. Pour ça, on peut ajouter quelque chose d'agréable quand le comportement a été produit. On parle de renforcement positif. Ou retirer quelque chose de désagréable. On parle de renforcement négatif. C'est important de le préciser, mais positif ou négatif, ça ne se réfère pas ici à un jugement. On distingue juste le cas où on ajoute quelque chose du cas où on retire quelque chose. Par exemple, si je veux apprendre à un chien à s'asseoir, je peux lui appuyer sur les fesses jusqu'à ce qu'il s'asseye, c'est du renforcement négatif, ou je peux faire passer une croquette au-dessus de sa tête jusqu'à ce qu'il s'asseye et la lui donner. Et là, c'est du renforcement positif. Dernière possibilité, on veut faire diminuer un comportement. On parle de punition, à nouveau sans qu'il y ait de jugement ou de connotation derrière ce mot. Par exemple, j'ai un chien qui me saute dessus quand je rentre chez moi et je veux voir ce comportement disparaître parce qu'il me gêne. Je peux le disputer, voire lui donner des tapes sur le nez quand il saute. Alors là, j'ajoute quelque chose de désagréable. Donc accrochez-vous, on parle de punition positive parce qu'on ajoute quelque chose.
Mais dans la même situation, on peut aussi faire comprendre au chien qu'il n'obtient pas ce qu'il veut tant qu'il n'a pas cessé le comportement non désiré. On peut, par exemple, lui tourner le dos tant qu'il continue à sauter. Dans ce cas-là, on parle de punition négative. On retire quelque chose d'agréable tant que le comportement indésirable est produit. Bon, évidemment, tout ça c'est très théorique, c'est des chercheurs qui ont défini ça. En réalité, la frontière entre ces différents modes d'apprentissage, elle est parfois floue. Le mode d'apprentissage dépend avant tout de l'expérience de l'animal, de la manière dont il perçoit son environnement et l'humain qui lui inculque les apprentissages. C'est clair que c'est difficile de mettre un apprentissage dans une case, et ça a peu d'intérêt en réalité de vouloir tout catégoriser. On ne peut pas deviner ce qui se passe réellement dans la tête d'un animal, ni comment il apprend. Et parfois, c'est même difficile de savoir s'il passe un bon moment ou non. Il faut donc évaluer la perception de l'entraînement par l'animal grâce à des indicateurs comportementaux, même si on a bien sûr les meilleures intentions du monde lors de l'entraînement. En tout cas, se référer à ces théories, ça permet parfois de mieux comprendre ce qui a marché ou pas lors d'un entraînement. Et quand on commence à comprendre comment ça marche, on arrive aussi à être plus juste dans nos apprentissages. On espère vous avoir éclairé. C'était un peu technique, mais on espère aussi que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à nous poser vos questions et à vous abonner si le podcast vous a plu. On vous dit à bientôt sur Vétologie.